Merci de nous permettre de présenter aujourd'hui à cette journée. Donc avec ma collègue Amandine, on va vous parler de biodiversité et flore microbienne du mou et du vin. Et on va vous parler des études qu'on a faites, de la caractérisation à la sélection. Et vous allez voir qu'on va même parler d'interaction. Donc en courte introduction, on en parle depuis ce matin, il existe une très grande biodiversité dans les mous et dans les vins. Elle a été étudiée depuis de nombreuses années. On vous a mis ici un exemple d'illustration qui date du coup voilà, de quelques dizaines d'années, de ce qu'on peut trouver de la baie à la bouteille en termes de diversité de la flore. Et en fait, ce qu'on voit aussi dans ce graphique que je trouve intéressant, c'est qu'on remarque aussi que c'est une flore qui est dynamique. Elle va évoluer au cours du process et en fonction bien sûr des conditions environnementales. Et on va passer d'une flore qui est plutôt composée d'espèces non fermentaires à des espèces résistantes aux différentes conditions comme les sulfites, l'éthanol principalement. Et donc nous, ce qui nous a intéressé dans toute cette biodiversité, c'était d'aller l'étudier et l'explorer. Donc on a regardé tous les organismes qui sont vivants de la vigne et du vin, et puis on est allé à l'intérieur regarder un peu dans le détail ce qu'on pouvait trouver. Donc il y a différentes catégories, il y a des eucaryotes, il y a des prokaryotes, et on a pris sur cette slide l'exemple des levures non Saccharomyces, puisqu'en fait à l'intérieur des eucaryotes, on peut trouver ce qu'on appelle donc, les Saccharomyces cerevisiae, qui est l'acteur principal de la fermentation alcoolique, et par défaut on appelle les non Saccharomyces les autres levures qui sont également présentes dans ces conditions. Et si on regarde à l'intérieur de cette catégorie de levures, on trouve des levures qui sont connues pour présenter des caractéristiques bénéfiques. Je vais vous présenter des exemples en dessous. Il en existe aussi qui sont connues pour nuire à la qualité, donc c'est évidemment pas celle qu'on va chercher à sélectionner dans notre cas, mais vous allez le voir, on peut chercher à éventuellement lutter contre elles. Et puis il y en a qui sont encore inconnues et à explorer, bien sûr, ce sont des travaux sur lesquels on travaille actuellement. Donc parmi celles qui présentent des caractéristiques bénéfiques, on peut parler des Lachantia thermotolérance, on peut parler des Metschnikovia, Fructicola ou Pulcherrima, des Torula sporula delbrueckii, et puis d'autres espèces qui sont en cours d'étude actuellement. Et ce qui est intéressant aussi qu'on voit dans cette illustration, c'est qu'à l'intérieur des espèces, il existe encore une biodiversité et une variabilité au niveau des souches. Et donc vous allez le voir, ma collègue Amandine va vous présenter un exemple de diversité au sein même des souches. Merci Jess, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, il y a une grande diversité de levures. Donc là, on parle de non-Saccharomyces en l'occurrence. Et au sein, il y a plusieurs espèces. Au sein de ces espèces, il y a plusieurs souches et chaque souche est unique. Et chaque souche va avoir des propriétés phénotypiques particulières qui vont nous permettre de répondre aux problématiques du terrain. Donc on va aborder juste un petit exemple avant de poursuivre la présentation. C'est l'exemple de la problématique diminution des intrants et bioprotection. Donc à l'heure actuelle, on essaye de diminuer les intrants et pour ça, on peut utiliser la bioprotection. Pour répondre à ces problématiques-là, une espèce intéressante, deux espèces intéressantes même, ce sont les Metschnikovia pulcherrima et Metschnikovia fructicola. Par exemple, les Metschnikovia pulcherrima, elles ont la capacité de protéger contre les contaminations grâce à leur capacité à coloniser la niche écologique et à leur capacité à produire de l'acide pulchériminique, qui va permettre de chélater le fer du milieu et de priver la flore indigène de ce fer, donc ça inhibe la flore indigène. Mais au sein de l'espèce Metschnikovia pulcherrima, les souches n'ont pas toutes la même capacité de production d'acide pulchériminique. Donc, on va essayer de chercher les souches qui en produisent le plus, qui sont le plus adaptées à notre besoin ici de diminution des intrants. Ces Metschnikovia, il y a certaines souches aussi qui peuvent consommer l'oxygène rapidement et détoxifier le cuivre du milieu. Et à ce moment-là, on va pouvoir lutter contre l'oxydation. Donc tout ça ensemble, ça va nous permettre de diminuer par exemple l'utilisation des sulfites. Donc, on pratique la sélection de souches depuis quelque temps maintenant, mais un aspect un petit peu plus nouveau que l'on travaille actuellement, c'est l'interaction entre ces souches, l'interaction entre les différents micro-organismes. Donc, je repasse la main à Jessica pour continuer sur ce sujet-là. Merci Amandine. Exactement, donc maintenant on essaie d'aller au niveau d'après, c'est-à-dire que maintenant on travaille encore dessus, on a bien exploré cette biodiversité, on cherche à comprendre comment les micro-organismes interagissent entre eux dans ces communautés, et donc on s'intéresse aux différentes interactions possibles entre les Saccharomyces cerevisiae, entre les sacs et les non-sacs, avec les bactéries également. Donc la littérature décrit de nombreux mécanismes d'interaction possibles que je ne vais pas vous détailler aujourd'hui, puisque nous, ce qui nous intéresse, in fine, c'est de savoir quel est l'impact de ces interactions sur les différents phénotypes, que ce soit la croissance, ça peut être le transcriptome, le métabolisme, les arômes, et bien sûr, à la fin, la qualité des vins.
Donc pour ça, on a mené différentes études en collaboration avec des instituts de recherche. Je vais vous présenter 2 exemples ici. Le premier, c'est une thèse qui s'est déroulée au sein de l'UIBV à Dijon, qui concernait les interactions entre les Saccharomyces cerevisiae, donc entre différentes souches de Saccharomyces cerevisiae. Donc Fanny, dans sa thèse, a étudié des co-cultures et elle a regardé s'il y avait un impact sur la composition et le profil organoleptique des vins. Donc elle a comparé des cultures pures et des co-cultures 50-50 de 2 souches de Saccharomyces cerevisiae. Elle a mesuré différents paramètres, que ce soit sur la population ou sur les métabolites produits, donc des analyses métabolomiques non ciblées, et également l'impact sensoriel. Donc ce qu'elle a observé, c'est que déjà, il existe un impact sur les métabolites qu'elle a analysés. Donc sur plus de 5000 métabolites mesurés en totalité, il y en a donc bien sûr une grande majorité qui sont communs aux 2 souches et à l'aquaculture, mais certains que vous voyez ici en orange sont spécifiques et ne sont présents que quand les 2 souches de Saccharomyces cerevisiae ont été inoculées pour la fermentation. Et ce qu'elle a pu montrer, ce qui est très intéressant, c'est que ça a un impact sur le profil sensoriel. Et elle a même montré qu'en fait, vous avez ici, par exemple, sur cette ACP, vous avez le profil qu'on observe pour une souche qui s'appelle S3, qui est différent de la souche S4. Et vous voyez ici, vous voyez ma souris, oui, que quand on fait une co-culture S4, S3, on obtient un profil différent. Et ce profil est encore différent de ce qu'elle a appelé le mix, c'est-à-dire que si elle fait 2 fermentations séparées, chacune dans son fermenteur, et qu'elle mélange ensuite les 2 vins, elle n'a pas le même résultat, le même profil sensoriel que si les levures étaient ensemencées ensemble au départ et interagissaient en co-culture. Donc c'est très intéressant. Donc, pardon, ça s'est un peu décalé, ma conclusion. C'est important de voir que les co-cultures ne sont pas un mix de 2 cultures simples et que les composés volatiles et les profils sensoriels sont impactés. Et ce que vous ne voyez pas qui était écrit en dessous, c'est qu'il y avait aussi un impact de la souche, puisque bien sûr, elle a testé les interactions de différentes souches et les résultats ne sont pas les mêmes. On a également réalisé d'autres études. Donc celle-ci, elle a été réalisée en collaboration avec l'UMR-SPO ici à Montpellier. Et cette fois-ci, c'était des interactions entre espèces de levures Saccharomyces et non Saccharomyces. Et donc la question, c'était de voir si on pouvait avoir un impact des proportions de 2 non Saccharomyces qu'on ensemencerait sur la production d'éthanol, qui est évidemment une thématique qui nous intéresse dans cette actualité de réchauffement climatique, etc. Et en fait, ce qui a été constaté dans ce cas-là, c'est que si on fait varier les niveaux d'ensemencement des 2 non-Saccharomyces, on n'a pas d'impact significatif sur la réduction du degré alcool à la fin, donc il y en a 1 ou 2, et quelle que soit leur proportion, entre ces espèces. En tout cas, ici, c'était Mechnicovia fructicola et Enseniaspora uvarum. Et en fait, l'hypothèse dans ce cas, c'est qu'il y a eu une compétition entre les 2 non-sacs. Et en fait, il a été observé qu'à la fin, la population maximum des 2 non-sacs était toujours identique, qu'il y en ait 1, 2, et quelles que soient les proportions. Donc elles étaient probablement cette fois-ci en compétition pour les ressources, et donc on n'a pas pu cumuler leurs effets sur l'impact qu'on recherchait sur l'éthanol. Maintenant, ma collègue Amandine va vous présenter d'autres applications de ces interactions. Oui, donc quand on parle d'interaction, on pense forcément à la bioprotection. Enfin, en tout cas, moi j'y pense, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, on peut étudier l'interaction de plusieurs micro-organismes pour lutter contre des contaminants. Donc aujourd'hui, on a fait le choix de vous parler du contaminant Brettanomyces bruxellensis. Et donc, on a choisi de vous parler de plusieurs méthodes pour lutter contre ces Brettanomyces bruxellensis en bioprotection, à la fois dans le mou et dans le vin. Donc, quand on étudie la bioprotection, en fait, il faut s'assurer que la souche de bioprotection, elle inhibe le contaminant, mais que le contaminant n'inhibe pas la souche de bioprotection, et surtout aussi que la souche de bioprotection n'inhibe pas la souche fermentaire, et que les souches fermentaires n'inhibent pas la souche de bioprotection. Donc en fait, c'est vraiment des études d'interaction dans tous les sens. Donc la première application, oui, effectivement, tout est décalé. La première application que je vais aborder aujourd'hui, c'est la lutte des Brettanomyces dans le mou. En effet, récemment, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que les Brettanomyces sont présents sur les baies de raisin, et il y a même une étude qui suggère que les contaminations des baies de raisin se retrouvent ensuite à la cave dans les contaminations de vin. Donc, on s'est intéressé un petit peu à ça, on a fait de la bibliographie et on a repéré des articles très intéressants de l'université de Stellenbosch, des recherches menées par Benoît Divol, sur une espèce qui s'appelle Suomyces pyralidae, donc à l'époque ça s'appelait Candida pyralidae, qui serait capable de produire un facteur d'inhibition spécifique de Brettanomyces qui cible les parois cellulaires de Brettanomyces. Donc vous pouvez voir sur les photos qu'il y a là, qui sont issues d'un des 2 articles présentés,
que les Brettanomyces, quand elles sont exposées à ce facteur d'inhibition, elles présentent des petits trous sur leurs parois, elles sont un petit peu grignotées, et donc ça les fait mourir. Donc nous, on s'est intéressé à cette souche-là, on s'est rapproché de cette équipe et on a étudié la Siomyces spiralidae. On a montré qu'elle avait une très faible capacité fermentaire et elle consommait très peu de nutriments. Donc c'est vraiment un super candidat pour faire de la bioprotection. Et donc on l'a testé en bioprotection contre Brettanomyces puxenensis. Donc on a fait des manipulations en jus de raisin rouge au laboratoire où on a fait des inoculations de Brettanomyces à 1 10 puissance 3 cellules par millilitre. Et on a testé différentes modalités. Donc ça, c'est un graphique qui représente les viabilités de Brettanomyces. Et la modalité rouge pointillé, c'est un témoin avec juste de la Brettanomyces. La rouge pleine, c'est un témoin avec Brettanomyces et Saccharomyces inoculés 48 heures plus tard. Ensuite, les courbes grises, c'est la même chose, mais avec des souches de bioprotection non spécifiques à Brettanomyces inoculées à T0. Et enfin, la courbe violette, c'est lorsqu'on met Siomyces spiralidae. Donc on voit vraiment que la Siomyces spiralidae, elle a un effet anti-Brettanomyces spécifique par rapport à d'autres souches de bioprotection. Donc là, je vous montre le graphique pour une souche de Brettanomyces. Cette étude-là, elle a été répétée sur plusieurs souches issues de groupes génétiques variables. Et on a montré que la Siomyces était efficace sur plusieurs souches de Brettanomyces issues de ces différents groupes. Il y a eu ensuite des validations en cave où on a montré que lorsqu'on mettait la Siomyces spiralidae dans des raisins contaminés, on avait une baisse de la viabilité des Brettanomyces qui se soldait par une baisse de la production de phénol volatile et d'acidité volatile. Donc ça, c'était pour la partie plutôt lutte contre les Brettanomyces en mou. Et on le sait, les Brettanomyces, c'est problématique également en vin. Donc, on a également des projets de recherche sur ce volet-là. Donc là, c'est la thèse de Laura Olazabal qui a lieu à la fois ici à l'UMR-SPO et à l'ISVV. Et donc, Laura, elle travaille sur la caractérisation des interactions entre Brettanomyces et Eunococcus honi dans un contexte œnologique. Et donc, le but de sa thèse, c'est d'identifier des conditions optimales de biocontrôle d'Eunococcus honi contre Brettanomyces et de comprendre les mécanismes d'interaction entre les deux. Donc, on va vous présenter un résultat de sa thèse, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites. Donc là, elle a testé sur 2 matrices différentes plusieurs couples Brettanomyces Eunococcus honi. Et là, ce sont des graphiques avec les viabilités de Brettanomyces en tréplein et de Eunococcus honi en pointillé. Donc la courbe verte, c'est le témoin Brettanomyces seul, et toutes les autres couleurs, ce sont des couples Brettanomyces Eunococcus honi. Et ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, si on compare dans la matrice 1 l'Eunococcus honi violette et la bleue, on voit que l'Eunococcus honi violette, elle ralentit plus la croissance de Brettanomyces que la bleue. Si on regarde dans la matrice 2, on a un petit peu le même effet. La violette est plus efficace que la orange pour contrôler les Brettanomyces. Et là, on voit même que la violette, elle inhibe la croissance de Brettanomyces. Donc, on a à la fois un effet couple de souche et un effet matrice. Et juste pour conclure, un petit mot pour vous dire que donc, notre présentation a été divisée en 2 parties. La partie exploration de la biodiversité des mous et des vins, que nous continuons bien sûr à explorer, puisque nous allons vers des sélections ciblées de souches qui ont des phénotypes particuliers pour bien sûr aller vers une maîtrise fine des fermentations. Mais que maintenant, on s'intéresse aussi au niveau d'après, qui est la compréhension des interactions au sein des communautés. Et donc, on a une infinité, vous l'avez vu ici, quelques exemples d'interactions possibles et d'espèces qu'on peut mettre en présence. Il y a une infinité de consortiums qu'on peut étudier pour répondre à tous les enjeux actuels, que ce soit durabilité, adaptation au changement climatique, réduction des intrants, et le tout, bien sûr, pour aller vers une optimisation de la qualité des vins. Voilà. Merci pour votre attention.